Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission organisée par la Fondation Notre-Dame. Elle a pour vocation de faire un point d'étape pour vous, donateurs, sur les travaux de restauration de Notre-Dame de Paris. Après l'incendie du 15 avril 2019, il a fallu sécuriser l'édifice, le consolider. Aujourd'hui, le temps est à la restauration et à l'aménagement. Où en sont ces travaux? Quels sont les projets à venir d'ici 2024? Comment préparer la réouverture de Notre-Dame? Nous allons tâcher d'y répondre pendant ce moment en compagnie d'acteurs décisifs. Le recteur de Notre-Dame de Paris, le vice-président de la Fondation Notre-Dame, mais aussi un membre du comité artistique et le directeur de la maîtrise Notre-Dame. En attendant, revenons en images sur la journée du 15 avril 2019. Nous voici en compagnie de Robert Leblanc. Bonsoir. Bonsoir. Alors Robert Leblanc, vous êtes vice-président de la Fondation Notre-Dame et face à ces images qui restent, même 3 ans après, saisissantes, j'ai envie de vous demander votre ressenti. C'était un effroi comme pour tout le monde, je crois. J'étais pas à Paris le soir de l'incendie, je suis rentré dès que j'ai pu le mardi midi. Et les 2 moments clés, je crois pour tout le monde, il y a eu le moment où la flèche est tombée. On s'est dit quelque chose d'irréparable, si ce sera réparé, mais enfin sur le moment. Et puis quand on a vu les flammes arriver dans le beffroi nord, où je crois sincèrement que si on ne les avait pas arrêtées, il y aurait plus de cathédrale debout aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça fait du coup de voir qu'elle est encore debout et qu'elle est en train d'être restaurée ? Voilà, on est porteur d'espérance ici, et c'est un message d'espérance, se dire que, voilà, c'est la statue de la Vierge au pilier qui est restée intacte, difficile de pas y voir un signe. Enfin, moi, j'y vois un signe, et puis, je n'oublie pas le travail des pompiers, ces pompiers qui volontairement sont montés dans la tour. Vous savez, le général a bien dit, je peux mettre en jeu la vie de mes hommes pour sauver des vies, mais pas pour sauver des pierres. Et ils y sont allés volontairement et ils ont sauvé la cathédrale. Alors, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots les différentes étapes qui ont jalonné le chantier de restauration ouvert à la suite de l'incendie ? Alors, il y a eu une première étape qui était une étape de sauvegarde. Beaucoup de choses pouvaient encore tomber. Le tympan nord était très fragile et il a fallu le consolider très très vite, et puis beaucoup de choses ont été consolidées dans les jours ou semaines qui ont suivi. Et par exemple, on voit très bien les cintres en bois qui soutiennent tous les arcs en pierre. On voit les arcs des arcs-boutants extérieurs, mais à l'intérieur c'est la même chose. Derrière, sous tous les arcs de pierre du chœur de la nef, il y a des cintres en bois, et ceux qui sont à l'extérieur sont ajustés toutes les semaines, parce qu'en fonction de la température, de l'humidité de l'air, il faut rajouter des cales, en enlever, sinon ça ne sert à rien si c'est pas bien ajusté. Et c'est quand même très très impressionnant. Et donc tout ça a dû être fait, les premiers pas, en toute urgence. Le tympan nord, vraiment, il fallait le faire très très vite. Le reste a été fait vite aussi. En dépensant peut-être plus d'argent que si on avait eu tout son temps, parce qu'il fallait faire vite. C'était la priorité absolue. Ensuite, alors la deuxième étape, c'est l'étape de restauration. Donc la première a duré jusqu'à l'été 21, donc un peu plus de 2 ans. Et depuis l'été 21, depuis un peu plus d'1 an, on est dans l'étape de restauration. Donc la restauration, c'est bien sûr, ça va être la reconstruction de la flèche, la reconstruction de la charpente et de la toiture sur la nef. Et puis, c'est aussi tout un travail de nettoyage à l'intérieur. Quand je nettoyage, c'est aussi toute la pollution au plomb, tous les dégâts de l'incendie. Et je reprendrai volontiers le mot qu'avait eu le président de la République, elle sera plus belle que jamais, pas parce qu'on va inventer des choses différentes qu'on croit plus belles, simplement parce qu'on va mettre en valeur ce qu'on hérite du passé et qui va être beaucoup plus beau qu'il ne l'était avec toute la suie qui s'était accumulée dessus, qui avait terni les couleurs et rendu un certain nombre de choses pas visibles. Tout à fait. Alors comment ce chantier a-t-il pu être financé ? On parle de collecte nationale, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'abord d'un élan de générosité spontané. La nuit même, beaucoup de gens se sont manifestés en voulant donner.
et chacun à la mesure de ses moyens, mais un élan de générosité extraordinaire. Moi, j'ai vu un courrier qu'on a reçu d'une famille qui donnait 20 noms en disant chacun donnait 1 euro et voilà les 20 euros que vous nous envoyons. C'est magnifique. Voilà. Donc on a eu ça, plus bien sûr aussi des gens très fortunés qui se sont positionnés comme mécènes, avec lesquels on a passé des conventions. Donc tout ça a été un élan spontané. Les grands mécènes, ils se sont exprimés la nuit même, en disant je donne 200 millions, un autre répond j'en donne 200. Voilà, tout ça est quand même extraordinaire, avant même que la puissance publique ne dise il y aura une souscription nationale avec telle et telle condition fiscale. D'ailleurs, les grands mécènes ont dit qu'ils n'utilisaient pas les avantages fiscaux proposés pour l'ensemble des donateurs. Donc c'est venu spontanément, il fallait aussi être capable d'accueillir ça, et quand les choses sont mises en place avec les pouvoirs publics, ils ont reconnu 3 grandes fondations pour recevoir les dons dans le cadre de la souscription nationale, tout cet élan qui existait, mais comment l'accueillir? La Fondation Notre-Dame, qui a reçu au total les plus grosses sommes, la Fondation du patrimoine, dont c'est la vocation de s'occuper de ce genre de bâtiments, et la Fondation de France, qui a bien sûr une vocation assez universelle et qui a aussi recueilli des dons, mais moins que les 2 premières. Alors pourquoi continuer à faire un appel aux dons aujourd'hui? Parce que cette collecte a quand même récupéré quand même beaucoup d'argent. Oui, elle a récupéré beaucoup d'argent, et la collecte que nous poursuivons, nous, c'est propre à la Fondation Notre-Dame, parce que quand vous dites beaucoup d'argent, c'est pour l'édifice. Et ça coûte très cher de toute façon. Mais il n'y a pas que l'édifice lui-même qui appartient à l'État. L'Église, en tant qu'affectataire, est concernée par la manière de faire vivre cet édifice et d'en faire une église, une cathédrale, donc avec des célébrations, avec l'accueil du public, des visiteurs. Et donc, il faut pouvoir asseoir les fidèles, il faut une sonorisation, il faut un éclairage, et c'est l'occasion de repenser tout ça, puisque tout a été détruit, et de faire les choses mieux qu'elles ne l'étaient, évidemment, avant l'incendie. Et puis, il y a tout le mobilier liturgique, il faut refaire un autel, il faut refaire un tabernacle, il faut refaire un baptistère, donc tout ça, la couronne d'épines qui doit être présentée, donc tout ça représente un effort considérable. Notre archevêque s'est prononcé sur la méthode, il a fait des annonces sur la méthode, il est trop tôt pour annoncer à quoi ça ressemblera, mais on le saura dans les prochains mois, mais en tout cas le processus est engagé très concrètement, avec des artistes qui sont en train d'être sélectionnés. Et donc, évidemment, quand on pourra présenter tout ça, ce sera un petit peu plus facile pour dire à quoi va servir l'argent, mais on peut déjà dire qu'il va servir, même si on n'a pas encore la forme de l'hôtel ou sa couleur, on sait déjà que ça servira à cet ensemble, à l'aménagement intérieur, qui est très important. Ouais. Robert Leblanc, merci beaucoup pour ces précisions précieuses. Nous allons maintenant écouter Monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris, qui va justement s'exprimer sur ces points. L'évêque a un rapport privilégié avec la cathédrale, c'est le lieu où il enseigne, c'est le lieu où il donne les sacrements au peuple de Dieu. Dans la tradition, c'était aussi le lieu de la charité de l'Église. Le projet de fond, c'est que la cathédrale redevienne ce lieu de la prière. Ce que, pour l'instant, elle ne peut être que dans le cœur de ceux qui prient et qui pensent à Notre-Dame. Voilà. Mais qu'elle redevienne le lieu central de la prière à Paris. Symboliquement, elle est dans la cathédrale, et il y aura de nouveau, très profondément, je le dis parce qu'il y a parfois des gens qui ont craint que la cathédrale soit transformée en musée après sa réouverture. Tout ça fait, c'est exclu. Hein, c'est vraiment un lieu pour la prière liturgique, pour la prière personnelle. Il y a eu trop d'histoires de conversion dans cette cathédrale, de conversion de personnes, pour que la prière personnelle ne soit pas honorée dans ce lieu. Donc il y a des lieux qui vont être faits pour que, de nouveau, des chrétiens qui viennent tout seuls, des croyants qui viennent individuellement, puissent venir là, à Notre-Dame, pour prier. Il y a aussi le lieu de la célébration de l'Eucharistie, des baptêmes, etc., qui arrivent de temps en temps, c'est pas très souvent, mais c'est un lieu pour la vie liturgique du diocèse. Voilà, c'est là qu'il y a les ordinations, c'est là qu'il y a les confirmations d'adultes, d'une façon générale. Donc tout cela, ça va être le centre de la vie de la cathédrale. Ce qui va être aussi frappant, c'est que ce sera aussi le lieu de la visite. Voilà. Alors on est en train de bien étudier une façon de proposer la visite à ces visiteurs pour qu'ils puissent découvrir pas simplement des œuvres d'art dans la cathédrale, mais qu'ils puissent découvrir le sens profond d'une église cathédrale, c'est-à-dire une église qui symbolise
une église bâtiment qui symbolise l'église des hommes. Voilà. Et je souhaite beaucoup que les chrétiens, ceux qui viendront pratiquer dans Notre-Dame, se disent les visiteurs ne sont pas des intrus, ne sont pas des personnes qui sont imposées par le tourisme mondial et les organisations touristiques, ce sont des visiteurs dont certains sont peut-être des pèlerins. Et donc, nous allons tisser entre les pratiquants de la cathédrale, les visiteurs et les pèlerins de la cathédrale, nous voulons tisser une espèce de fil invisible, de tissu invisible, de tous ceux qui viennent ici pour chercher quelque chose de profond, hein, et peut-être quelqu'un qui leur donne rendez-vous dans ce lieu, même s'ils sont venus d'abord en visiteurs. Hein. On dit, vous savez, du pèlerinage à Compostelle, on part en marcheur, on arrive en pèlerin. Voilà. Eh bien, j'espère un peu la même chose. Alors, nous avons parlé des travaux de sécurisation, de consolidation, de financement de ces travaux, et nous avons commencé à aborder la question de l'aménagement intérieur de la cathédrale, dont parlait à l'instant l'archevêque. Un aménagement qui est actuellement pensé et porté pour que, selon les mots de Monseigneur Laurent Ulrich, la cathédrale redevienne ce lieu de la prière, ce lieu central de la prière à Paris. Alors pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Monseigneur Olivier Ribado-Dumas. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Alors vous êtes recteur de la cathédrale depuis septembre dernier, après avoir été recteur d'un autre lieu emblématique pour l'Église de France et pour la dévotion mariale, qui est le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors Père, comment participez-vous en tant que recteur à faire en sorte que la cathédrale redevienne un lieu de prière? Comme recteur, je suis en charge de permettre que cette cathédrale réouvre le moment venu. Et donc, comme l'a dit l'archevêque, il s'agit d'un lieu de prière et il s'agit aussi d'un lieu de visite. Donc les deux sont liés. Et c'est l'ensemble du projet qui doit concourir à cela, qui doit permettre que ce soit en même temps un lieu de prière et en même temps un lieu de visite. Donc il y a la mise en place, une réflexion commune pour que tout ce qui est travaillé, qu'il s'agisse de la lumière, qu'il s'agisse du son, qu'il s'agisse des éléments du mobilier liturgique, mais qu'il s'agisse aussi de la possibilité pour les visiteurs de déambuler à l'intérieur de la cathédrale, leur permettre de trouver un certain nombre de points dans lesquels ils pourront se recueillir, devant la couronne d'épines, devant des chapelles de dévotion, mais aussi par la position des confessionnaux. Donc c'est tout un ensemble qui fait que ce sera un lieu de prière adapté à tous. Alors comment mener ce travail entre les différents acteurs de la restauration de Notre-Dame, donc l'archevêque, les équipes de la cathédrale, de l'établissement public, du ministère de la Culture? Comment on fait pour travailler avec des organismes si divers? D'abord, chacun a une partie de la partition à jouer. C'est-à-dire que le diocèse ne s'occupe pas de l'extérieur de la cathédrale, c'est l'établissement public qui en a la charge. Mais nous sommes en dialogue permanent, aussi bien avec le ministère de la Culture qu'avec l'établissement public, pour faire en sorte que la partition que nous avons à jouer, liée à l'aménagement intérieur de la cathédrale, soit fait en son temps et soit respectée par ceux qui ont la gestion générale du planning. Donc c'est dans un dialogue concret, dans le respect des responsabilités des uns et des autres, et surtout dans cette volonté commune que la cathédrale rouvre pour le culte et pour les visiteurs. Oui. Alors, en quoi consistent précisément les projets d'aménagement? On a commencé à en parler, mais quels sont-ils ces projets précisément, et donc ces travaux qui incombent à l'Église en tant qu'affectataire du coup de la cathédrale? Alors il y a, et Robert Leblanc l'a abordé tout à l'heure rapidement, il y a déjà tout ce qui concerne la lumière et le son qui sont des éléments indispensables parce que la cathédrale sera d'une telle blancheur, d'une telle luminosité, d'une telle blondeur que la lumière va considérablement changer l'aspect de la cathédrale. Et puis il y a les éléments du mobilier liturgique, notamment le baptistère, donc qui sera à l'entrée de la cathédrale, l'autel qui sera à sa place habituelle, l'ambonde où on proclamera la parole, la cathèdre où siégera l'évêque, et puis le tabernacle. Ces 5 éléments du mobilier liturgique sont essentiels parce qu'ils incarnent vraiment ce qui se vit de l'action liturgique. Et puis il y a également les chaises sur lesquelles on s'assiera puisqu'il a fallu les changer. Et donc là aussi, il y a des artistes qui vont se proposer pour
faire un projet de chaise, et également l'aménagement de l'ensemble des chapelles qui sont autour de la cathédrale, dans laquelle il faudra pouvoir permettre aux uns et aux autres de trouver là un lieu de prière, une possible lieu de réflexion, afin que la visite dans la cathédrale soit une expérience spirituelle et pas simplement une déambulation qui permettrait de voir de belles choses. Alors justement, vous l'avez abordé, un appel à candidature aux artistes a été lancé mi-octobre. De quoi s'agit-il précisément ? Donc il y a eu 2 appels à candidature. Il y a eu un premier appel pour les éléments du mobilier liturgique dont j'ai parlé, le baptistère, l'autel, l'ambon, la cathèdre, le tabernacle, qui est une consultation très ouverte, c'est-à-dire qui est ouverte à tous ceux qui voulaient concourir et dont nous aurons fin décembre les résultats sur les 5 ou 6 artistes qui seront désignés. Et puis il y a une consultation fermée où on a demandé à quelques personnes de bien vouloir s'attaquer au projet de chaise voulu par l'archevêque. Donc ces 2 éléments-là font l'objet de consultations qui trouveront leur échéance à la fin de l'année, dans le milieu de l'année 2023. Alors, l'archevêque a aussi voulu créer un comité artistique. Est-ce que vous pouvez juste un peu l'aborder, savoir un peu de quoi il s'agit ? Pour conseiller l'archevêque, il y a effectivement un comité qui a été mis en place par lui et qu'il préside, composé de personnalités du monde de la culture, mais aussi du diocèse, de prêtres et de laïcs, qui permettent de l'aider dans son discernement et de lui donner un avis aussi bien sur les artistes qui ont concouru que sur les modèles qui lui seront présentés. Alors justement, je crois qu'on a la chance d'avoir avec nous un membre de ce comité, donc je vais l'accueillir. Merci beaucoup, Père, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci. Je crois qu'on vous retrouvera à la fin de l'émission. Donc à tout à l'heure. Merci beaucoup, Père. Merci. Bonsoir Caroline Morizot. Bonsoir Isabelle. Comme je le disais, on a la chance d'avoir avec nous un membre de ce comité artistique demandé par l'archevêque, donc que vous êtes. Alors vous êtes aussi membre de la commission diocésaine d'art sacré. Vous êtes responsable de la conservation et de l'inventaire de cette commission. Je voulais juste savoir comment s'est passé en fait l'appel de l'archevêque à intégrer ce comité artistique. Alors, ça n'est pas très compliqué. J'ai été appelée il y a plusieurs mois, justement parce que je suis membre de cette commission, et on m'a proposé d'intégrer ce comité, ce que j'ai fait avec joie, mais aussi avec beaucoup de respect, parce que je pense que la tâche est importante. En fait, j'ai été appelée à rejoindre ce comité parce que c'est la mission première de la commission d'art sacré, qui est définie depuis le Concile Vatican II, c'est-à-dire de conseiller et d'accompagner tous les projets d'aménagement liturgique, que ce soit dans des églises paroissiales, dans des chapelles, mais aussi dans des cathédrales. Voilà. Donc, les membres de cette commission sont appelés à conseiller le clergé dans ce type de projet. Et alors, quel est l'objectif précis de ce comité-ci qui a été demandé par l'archevêque pour la cathédrale ? Alors, l'objectif précis, Monseigneur Ribado-Dumas en a parlé, mais il s'agit de conseiller l'archevêque, puisque c'est lui qui choisira l'artiste qui interviendra pour créer le mobilier liturgique. Donc, Monseigneur Ulrich a choisi de s'entourer des différents acteurs qui interviennent déjà dans le renouveau de la cathédrale, au sein du ministère de la Culture, au sein de l'établissement public et au sein du diocèse de Paris. Et il regroupe des personnalités qui sont qualifiées dans le domaine de l'aménagement liturgique, des monuments historiques, du design et de la création artistique. Alors, quel était le contenu de l'appel à projet qu'évoquait justement à l'instant le père Ribado-Dumas ? Il vous en a parlé oui. Précisément. En fait, il s'agit de créer le mobilier liturgique, donc qui est composé de plusieurs éléments qu'il a cités. Ouais, l'autel, l'ambon, qui sont vraiment le cœur de la vie liturgique, mais aussi le tabernacle, donc la réserve eucharistique, qui sera posée sur l'autel de la Pietà dans le fond du chœur. Il y a également les sièges de célébrants et le siège de l'évêque, la cathèdre, qui est le signe aussi de son pouvoir. Et enfin, le baptistère, comme le disait Monseigneur Ribado-Dumas, qui sera installé à l'entrée de la nef et qui appellera tous les chrétiens qui rentrent dans Notre-Dame, qui leur rappellera que par leur baptême, ils sont tous appelés à participer au sacerdoce du Christ. Quel est l'enjeu d'une création de mobilier contemporain dans un monument historique ? Alors, l'enjeu n'est pas mince.
puisque cette création, elle intervient dans un cadre qui n'est pas neutre, et l'artiste doit s'adapter à ce que Soulages appelait le génie du lieu, c'est-à-dire qu'il doit intégrer son œuvre dans un cadre architectural qui est important, voilà, qui a déjà des œuvres qui ont plusieurs centaines d'années. Donc l'artiste doit créer un mobilier liturgique qui doit avoir une présence qui ne s'efface pas, néanmoins qui doit faire preuve d'un peu de discrétion. Il ne s'agit pas de faire un geste qui écraserait tout sur son passage. Voilà. Et qu'est-ce qu'au contraire, lui, l'artiste, pourrait apporter de son regard à ce travail d'aménagement ? En quoi le regard de l'artiste est aujourd'hui encore important ? Parce que en fait, il apporte toute sa compétence. Sinon, je pense qu'on prendrait des meubles sur catalogue. Voilà. Donc, ce qu'on lui demande, c'est de nous proposer justement quelque chose, peut-être pas qu'on n'a jamais vu, en tout cas, qui ait un sens en fait. Voilà. Que quand on voit ce mobilier, qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas d'une table de salle à manger ou d'un placard. Voilà. Pour finir, quel calendrier en fait qui nous sépare de la réouverture d'un point de vue de cet appel à projet et de l'aménagement du coup intérieur et du mobilier ? Alors les candidatures donc de l'appel à projet sont closes. Entre 3 et 5 artistes vont être présélectionnés. Ensuite, ils auront quelques mois pour proposer un projet. L'annonce d'un lauréat aura lieu sans doute, je crois, aux alentours de l'été 2023. Et ensuite, son projet passera en production. Évidemment, il passera devant diverses commissions et sera installé dans la cathédrale à l'automne 2024, juste avant la réouverture. Merci beaucoup, Caroline Morisot, pour ces éléments. Il reste donc 2 ans à l'église pour penser les aménagements liturgiques au sein de Notre-Dame, 2 ans aussi pour repenser l'accueil du public, des pèlerins. Comment est-il pensé en attendant et comment sera-t-il pensé après la réouverture de la cathédrale ? La responsable de l'association Casa Notre-Dame, Bénédicte Fichet, nous en parle en images. Casa, c'est une association fondée il y a un peu plus de 50 ans qui a pour but de proposer des visites bénévoles dans les édifices religieux en s'appuyant sur 3 piliers, l'art, l'histoire et la spiritualité. Depuis l'incendie, la particularité c'est que notre rôle est vraiment exclusivement en extérieur, aux abords, et c'est l'occasion de montrer les évolutions du chantier, puis de revenir aussi sur l'importance de cette cathédrale, puisque l'incendie a été une prise de conscience, notamment pour les Parisiens, de ce qu'elle représentait. Aujourd'hui, après l'incendie et le Covid, les touristes étrangers reviennent petit à petit, mais on sent encore que c'est vraiment la particularité de cette cathédrale, d'être un lieu d'accueil international. Alors la maison du Parvis sera un dispositif précieux parce que ça va permettre, avec le gradin, de prendre de la hauteur et d'avoir une vue plus complète sur la façade. Pour prendre un exemple, nous avons sur le Parvis une copie d'une représentation de Notre-Dame de Paris. L'original est aujourd'hui à Saint-Germain-l'Auxerrois. Pour nous, c'est un bon moyen de montrer au fil des siècles ce que cela représente, et de l'avoir ici sur le Parvis, ça permet d'assurer un lien avec l'intérieur de l'édifice auquel on ne peut accéder actuellement. Le contexte actuel, le fait de s'adapter avec des formats différents nous invite également à la réflexion pour de futures visites, une fois que la réouverture sera intervenue, avoir bien en tête qu'il n'y a pas une seule demande, mais une pluralité de visiteurs auxquels chacun doit trouver une réponse. Donc bien sûr, c'est un contexte actuellement qui est très riche pour nous en réflexion pour l'avenir. Le numérique et la médiation humaine sont 2 types de médiation totalement complémentaires et qui apportent des renseignements qui ne vont pas forcément se remplacer. Donc au contraire, ce sont des supports, et l'autre type de support, c'est également les maquettes, en particulier pour les visites que l'on proposait pour les non-voyants et malvoyants, où le toucher permet d'apprécier les matériaux, la forme d'une œuvre. Ce type d'expérience est vraiment très positif parce que pour Éternel Notre-Dame, on se plonge dans l'histoire de l'édifice au fil du temps, et ça permet de se projeter, d'imaginer comment le lieu était. L'activité de l'association Casa est placée sous l'autorité du recteur, donc bien entendu, effectivement, on contribue à la réflexion, notamment en termes de médiation. Et récemment, on a donc proposé une journée d'études pour nos 50 ans au Collège des Bernardins
qui était l'occasion d'inviter différents acteurs pour proposer différentes pistes sur ces questions de médiation et d'accueil des publics. Parlons pour finir d'autres voix de Notre-Dame, les voix de sa maîtrise. Une maîtrise qui s'est retrouvée du jour au lendemain, à la suite de l'incendie, privée d'un lieu de répétition et de résidence pour ses concerts, qui a dû donc elle aussi se réinventer. Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir son directeur, Henri Chalet. Bonsoir. Bonjour Isabelle. Alors, comment la maîtrise a-t-elle réagi à l'incendie ? Alors ça a été évidemment très dur pour tout le monde, tous les maîtrisiens, les parents, les équipes qui travaillent avec nous, puisque du jour au lendemain, on a perdu notre seconde maison, puisqu'on y était tous les jours, à la fois pour la liturgie et toutes les semaines pour la saison de concert qu'on organisait dedans. Donc ça a été vraiment un choc pour nous. Ensuite, évidemment, après cette émotion, il a fallu réagir très vite et c'était le début de la Semaine Sainte, le lundi saint pendant l'incendie, et dès le lendemain, il a fallu réorganiser toute la Semaine Sainte à Saint-Sulpice puis à Saint-Eustache et se réadapter très vite aussi pour réorganiser à la fois cette liturgie et aussi la saison de concert, puisque une saison de concert, ça s'organise avec 1 an et demi, voire 2 ans d'avance, et donc on a dû prendre les concerts un par un et chercher des nouveaux lieux avec nos partenaires. Donc on s'est mis tout de suite au travail après cette émotion qui était vraiment douloureuse pour nous. Ouais, et forte. Et donc, comment vit-elle aujourd'hui cette maîtrise ? Alors, comment elle vit ? On a dû se réinventer une première fois, comme je disais, puisque du jour au lendemain, il faut trouver des nouveaux lieux, il faut maintenir aussi ce savoir-faire pendant 5 ans en cathédrale, avec des difficultés. On a réussi à maintenir tout ça en se réinventant et aussi grâce évidemment au soutien des fondateurs de cette maîtrise. Je pense à l'État, à la ville de Paris, au diocèse de Paris, évidemment, et surtout, j'allais dire, grâce à la Fondation Notre-Dame, parce que elle nous a donné un soutien vraiment exceptionnel dès le lendemain de cet incendie pour qu'on puisse continuer à réussir nos missions. Et clairement, je pense que sans la Fondation Notre-Dame, je ne sais pas si on serait encore vivant aujourd'hui. Donc j'en profite pour le remercier. Ensuite, on a eu quand même la crise sanitaire qui s'est ajoutée, un peu comme une double peine, où là, on a dû annuler une 50aine de concerts. Donc ça a été quand même assez rude pour nous. On a vécu quand même beaucoup de moments délicats. Mais maintenant, voilà, on commence à retrouver un rythme à peu près serein, où du coup on peut essayer de profiter de ce handicap de ne pas avoir de maison pour rayonner en dehors de Paris et puis bientôt à l'étranger, puisqu'on a aussi une tournée aux États-Unis qui se prépare. Parce que concrètement, comment vous faites en fait pour vous produire ? Vous vous produisez où ? Alors dès le lendemain, on a été invité par des églises, je pense à l'église Saint-Eustache, Saint-Sulpice, Saint-Séverin, Saint-Étienne-du-Mont à Paris, et puis des grands lieux comme la Maison de la Radio avec les Maîtrises de Radio France avec qui on est partenaire, et puis cette année par exemple on rayonne à l'abbaye de Fontevraud, à l'abbaye du Toronnais, on va 2 fois au Théâtre des Champs-Élysées, on a aussi fait une collaboration avec l'Opéra de Lille et la Philharmonie de Paris, donc beaucoup de gens nous invitent pour nous soutenir aussi pendant ce moment délicat pour nous, et c'est un moyen, je pense, de faire rayonner sa cathédrale et sa maîtrise autrement, et de prendre une contrainte et de la transformer en opportunité. Notre-Dame, du coup, se produit un peu partout en France et dans le monde, en fait. Exactement. Avec votre tournée aux États-Unis qui s'annonce. Et voilà, cette tournée aux États-Unis qu'on aurait dû faire en avril 2020, mais la crise Covid nous a empêchés d'y aller 15 jours avant. Et on peut enfin la redéclencher et elle se prépare pour le mois d'octobre 2023. Alors, vous avez commencé à en parler, mais comment abordez-vous les 2 années qui vous séparent de la réouverture ? Est-ce que vous sentez, du coup, quand même en vous, enfin, dans votre cœur, en fait, cette joie de la réouverture, de réintégrer vos lieux ? Oui, c'est après avoir, je crois, réussi ce dur exercice de se maintenir en survie sans la cathédrale, avec les difficultés financières qui y vont avec. Maintenant, on a aussi la chance d'avoir ce beau projet qui est que cette cathédrale était simplement malade et qu'elle va revenir encore plus belle. Et donc, on a cette lumière au bout du tunnel quelque part. Et donc, on est déjà en train de travailler sur ce projet, sur tous les aspects du projet, puisque on est présent pour toute la musique, de la liturgie à la saison de concert de musique sacrée qui sont un peu le prolongement de cette pastorale liturgique de la cathédrale. Et donc on est déjà en train de travailler avec toutes les équipes, les différents comités, avec le recteur évidemment, sur comment sera la liturgie, sa musique, les concerts aussi autour. Et donc on est déjà dans ce travail assez passionnant de reconstruire cette tradition qui était forte à Notre-Dame.
Eh bien, on a hâte de vous réentendre à Notre-Dame. Merci beaucoup, Henri Chalet, pour ce moment que vous nous avez accordé. Merci. Je vais vous laisser repartir. Et pour compléter votre intervention, on va regarder en images un focus sur les élèves boursiers de la maîtrise Notre-Dame. Merci beaucoup. Donc je suis Manuela, je suis arrivé à la maîtrise l'année dernière, du coup je suis en 2e année, cycle A, et je suis un ténor. Chanter m'est venu vraiment tardivement, à mes 19 ans, jusqu'à arriver sur Paris en 2019 et rentrer dans un conservatoire et un autre chœur. Je m'appelle David Osman, je viens de Colombie. Je suis arrivé à la maîtrise en octobre 2021. Oui, et pour le pays latino-américain, et spécialement la Colombie, c'est vraiment difficile de trouver des opportunités pour la formation dans la musique académique. De là m'est venue l'idée, avec mes amis qui étaient arrivés avant moi, de rentrer à la maîtrise. Concrètement, ça se passe très très bien généralement. Il y a une très très belle ambiance à la maîtrise. On a beaucoup de cours, on a des cours dès la phonétique jusqu'à la formation musicale évidemment. Et ce que je préfère le plus, on dirait, c'est bien sûr le cours de technique vocale, que c'est incroyable. Normalement, on pense que la voix, ça se trouve qu'à la gorge, mais pas du tout. Vraiment, notre instrument, c'est notre corps. Et j'aime beaucoup, en fait, et l'expérience que j'ai eue à la maîtrise, d'avoir contact avec la musique grégorienne, le chant grégorien. Les semaines sont généralement assez chargées. Comme c'est chargé, on ne peut pas travailler à côté. Du coup, on a la bourse de la maîtrise de la Fondation AXA, qui nous aide beaucoup dans nos quotidiens. Cette année, on va découvrir la musique baroque italienne. C'est très très bien et j'attends encore beaucoup de répertoires qui vont venir avec, mais on s'amuse bien avec cet répertoire-là. J'aime bien les opportunités qu'on a dans les masterclass. On vient d'avoir une masterclass avec Marcel Pérez à Villecroze. On a travaillé vraiment dans une résidence artistique pendant une semaine. C'est merveilleux aussi avoir le soutien de la Fondation AXA pour notre bourse, que c'est ça qui nous permet de réaliser un peu nos rêves, notre rêve là, nos rêves. C'est ça que je trouve incroyable. Voilà, il y a tout un tas de projets qui sont prévus cette année un peu partout. La formation à la maîtrise, c'est d'avoir une diversité dans les répertoires, puisqu'on va du grégorien à la création contemporaine. Mais par contre, comme je le disais, l'emploi du temps est tel que faire un job étudiant à côté, ça rend vraiment les choses difficiles. Et pour eux, d'avoir une bourse, c'est absolument essentiel. Je pense même dans le fait d'intégrer la maîtrise, ils savent qu'il y a des bourses qui sont versées et qui leur permettront de bien vivre à Paris. Pour finir cette émission, nous avons eu l'envie de vous donner la parole à vous, donateurs, vous qui permettez à ce que Notre-Dame de Paris renaisse de ses cendres. Sans vous, cela n'aurait pas été possible. Geneviève Gervais, bonsoir. Vous êtes l'une d'entre ces donateurs. Merci d'être venue nous parler. Alors, je voulais savoir, moi, ce qui vous avait motivé, vous, à choisir de donner pour Notre-Dame de Paris. C'est tout d'abord pour moi un lieu sacré depuis des millénaires. Et ça représente déjà la paroisse de la France. Dans une paroisse, il faut un lieu de prière. Et ce lieu de prière, il peut être un lieu de prière silencieuse. Quand on va adorer ou se prosterner devant la couronne d'épines, une prière joyeuse, quand on voit les cloches alignées comme en 2013 dans la nef, ou au contraire une prière d'enfants qui gravissent la tour nord de Notre-Dame. Donc c'est un lieu d'abord de prière et les visiteurs doivent être, à mon avis, respectueux de ce lieu, même s'ils sont passionnés d'architecture. Mais pourquoi était-ce important pour vous de donner? Donc vous avez commencé à dire que c'est important qu'une paroisse ait un lieu, mais quel est votre lien précis à Notre-Dame? Qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché autant à cette paroisse particulière que Notre-Dame de Paris? Elle nous a réunis très souvent avec nos petits-enfants pour Noël, pour des grandes fêtes de notre famille, et ce sont des événements marquants de notre famille, et il fallait que Notre-Dame revive, que la flèche qu'on a vue s'écrouler
au milieu des flammes, repartent telle qu'elle était avec Viollet-le-Duc. C'est indispensable. Ça fait partie du cœur de Paris. Et pourquoi vous alliez à la messe de Noël, par exemple, en famille à Notre-Dame ? Tout le monde ne fait pas ça. Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez y aller ? Oui, parce que c'est majestueux, parce que c'est le début la venue du Christ. On dit toujours, j'ai cette phrase en tête, que le christianisme, c'est plus qu'une religion, c'est la matrice d'une civilisation. Et j'ai voulu enseigner ça à nos petits-enfants. Et j'espère que j'ai réussi. Donc, vous avez voulu vous servir de Notre-Dame pour inculquer cette chance inouïe que l'on a d'avoir cette ouverture vers le ciel. Alors peut-être pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre sentiment de voir que le chantier avance et que votre don en fait a une efficacité propre ? Ah mais j'étais inquiète au début en me disant c'est pas possible, il y a les éboulements, les flammes, etc., le plomb qui s'est répandu partout, ça sera impossible. Et en fait, les personnes qui se sont penchées sur sa reconstruction ont autant d'audace que ceux du Moyen-Âge. Donc je leur dis merci. Merci à vous, madame, merci beaucoup pour votre témoignage. Alors pour finir notre émission, on nous a fait parvenir des questions qui viennent de vous, en fait, donateurs, qui nous ont été du coup adressées en amont et que j'ai découvertes il y a peu. Donc nous allons les poser et inviter 2 personnes qui sont venues nous parler précédemment pour y répondre, Monseigneur Ribadeau-Dumas et Robert Leblanc. Bienvenue à vous deux donc à nouveau. Je vous représente donc Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, recteur de Notre-Dame de Paris, et Robert Leblanc, vice-président de la Fondation Notre-Dame. Donc vous allez répondre aux questions que les donateurs ont adressées en amont à notre équipe de production. Première question au sujet de la réouverture de Notre-Dame. Quand est-ce que la cathédrale ouvrira ses portes ? Grande question. C'est une question qui intéresse beaucoup de gens, vous avez raison. Le président de la République a désiré, dès l'incendie, que la cathédrale soit réouverte en 5 ans. Et donc, c'est dans la courante de l'année 2024. Le général Georges Lain, qui est le représentant spécial du président de la République pour la reconstruction et le président de l'établissement public, a dit que ce serait en décembre 2024 et même il a précisé les choses dernièrement en disant que ce serait le 8 décembre 2024. Donc nous espérons tous que la cathédrale pourra rouvrir le 8 décembre 2024. Très bien. Une question au sujet des orgues de Notre-Dame, le grand orgue et l'orgue de chœur. Est-ce que leur restauration sera terminée à temps pour l'inauguration en décembre 2024 ? Oui, le grand orgue, je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'il sera terminé. On n'imagine pas d'ailleurs dire qu'on réouvre la cathédrale aux visites et aux cultes sans l'orgue pour accompagner le culte. C'est la voix de la cathédrale. Il y a l'orgue de chœur par ailleurs, et l'orgue de chœur fait l'objet d'une restauration, mais aussi d'une extension. Et l'extension fait partie des aménagements pour lesquels il y a cette souscription que nous évoquions tout à l'heure, puisque c'est en dehors de la souscription qui a été mise en œuvre pour l'édifice. Très bien. Et une dernière question au sujet de l'accueil des visiteurs. Comment concilier l'accueil des touristes pendant les offices à l'issue du coup de la réouverture de Notre-Dame ? C'est un vrai défi. Ce défi, nous le connaissions avant l'incendie et nous le connaîtrons à nouveau et sans doute encore plus puisqu'il y aura plus de visiteurs à la réouverture de la cathédrale. Le désir de notre archevêque, c'est que le culte soit célébré alors même que les visiteurs sont présents, pour être un témoignage. La cathédrale n'est pas un musée dans lequel les visiteurs tournent, mais c'est un lieu dans lequel ils sont appelés à faire une expérience spirituelle. Et on peut penser que le culte qui est célébré, que ce soit les messes, mais que ce soit aussi des offices, nous travaillons en ce moment au programme de chaque jour qui sera vécu à l'intérieur de la cathédrale, et que ce sera un vrai témoignage. Donc aujourd'hui, il y a des moyens davantage modernes pour permettre de canaliser les flux, de permettre que les gens aient non pas des guides qui parlent à haute voix, mais des moyens beaucoup plus sophistiqués. Et donc, c'est tout cela qu'on est en train de travailler et de mettre en œuvre pour qu'en même temps, il y ait des lieux de silence réels et en même temps qu'il y ait la possibilité pour les gens de découvrir par la beauté et par le culte quelque chose de l'expérience chrétienne. Merci à vous pour ces réponses. Peut-être un mot de la fin pour conclure ?
Écoutez, un mot de remerciement, je crois surtout, puisque j'évoquais en ouverture l'élan de générosité. Les donateurs qui nous écoutent ont été des acteurs déterminants de cet élan de générosité. Donc merci à chacun d'entre eux, à chacun et à chacune. Et nous avons eu le témoignage en direct d'une donatrice. Et vous, monseigneur? J'ai envie de dire à l'ensemble de ceux qui nous regardent en ce moment que dans les moments difficiles que traverse l'Église, dans les moments difficiles que traverse le monde, que les uns et les autres nous vivons, il y a sans doute un signe d'espérance immense, c'est la réouverture de cette cathédrale. La réouverture de cette cathédrale sera à l'image de l'émotion qu'a suscité son incendie. Ce sera un événement mondial. Ce sera un événement, si j'ose dire, planétaire. C'est-à-dire que tous, et historique, tous attendent ce moment-là. Ils attendent ce moment-là parce que c'est cette confiance que nous pouvons faire dans le génie aujourd'hui de ceux qui y travaillent, et en même temps ce signe que l'Église, cette Église faite de pierre, n'est pas abattue, et que donc l'Église faite de pierres vivantes, que sont les chrétiens, les catholiques du monde entier, peuvent célébrer et continuer à vivre leur foi et sont appelés à témoigner de leur espérance. Merci beaucoup pour ce message d'espérance nécessaire en ces temps particuliers et aussi à l'aube de Noël, enfin dans ces temps qui nous séparent de Noël. Merci beaucoup, monseigneur, merci beaucoup, monsieur. Il est venu le temps du coup de conclure ce temps d'échange et d'information autour de la restauration de Notre-Dame de Paris. Un grand merci à tous nos intervenants qui se sont déplacés pour répondre à ces questions. Donc, monsieur Robert Leblanc, monseigneur Ribado Dumas, Caroline Morizot, Henri Chalet et madame Gerbet. Merci à eux tous. Merci pour votre disponibilité et votre esprit de synthèse. C'était pas forcément donné. Et surtout, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci pour l'intérêt que vous portez à Notre-Dame et merci pour votre générosité. Comme vous l'avez compris, la collecte se poursuit pour aménager l'intérieur de Notre-Dame. Votre soutien est essentiel pour préparer sa réouverture. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller regarder le site revivre-notre-dame.fr. Belle fin de soirée, à bientôt et à tous, belle montée vers Noël.